Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis Mathieu Magnodex, journaliste à Mediapart et on est ensemble pour cette table ronde prison, médias, opinion publique, le grand divorce. On va parler ensemble, on va dire 50-55 minutes et puis vous laisser l'occasion de répondre. Vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de questions tout de suite, j'en aurai d'autres. Mais c'est bien si on peut avoir un échange parce qu'ici il y a des gens avec des expériences très différentes autour de la prison. Donc vous avez, je pense, beaucoup de choses à dire à des endroits différents sur notre discussion. Je voudrais commencer par une citation. « On ne veut pas savoir ce qui se passe dans les prisons. Moi, je viens du Moyen-Âge. Je viens de 17 ans d'enfer dans les prisons françaises. » Cette citation, elle ne date pas de 2025. Elle date du 12 décembre 1981. Il y a 44 ans, sur la première chaîne française TF1, alors une chaîne publique, à 20h30, l'heure des grandes audiences. C'est la première émission de Droit de réponse, l'émission culte de Michel Polac. Vous pouvez d'ailleurs revoir sur YouTube avec les archives de l'INA. Autour de la table ce soir-là, alors c'est une émission complètement foutraque, elle dure beaucoup trop longtemps, elle est mal préparée, Polac est perdu, des intellectuels, des journalistes, des artistes, des prix Goncourt, toutes sortes d'écrivains, beaucoup d'hommes, peu de femmes, et un jeune homme vêtu d'un blouson de cuir noir. Il est en colère ce soir-là, il s'appelle Roger Knobelspiess. Condamné en 1972 à 15 ans de prison pour un vol à main armée commis dans une station-service qu'il nie avoir commis, il vient d'être gracié par le nouveau président de la République, François Mitterrand, qui a été élu quelques mois avant. En prison, il s'est formé intellectuellement, il a développé toute une pensée sur l'enfermement, les origines de la délinquance, conséquence, selon lui, des inégalités de la société bourgeoise. Et il vient de publier 2 livres que certains d'entre vous connaissent peut-être ici, que la majorité, en tout cas ça c'est sûr, des gens aujourd'hui en 2025 ne connaissent pas. Quartier de haute sécurité, publié en 1980, 2 ans avant l'interdiction par Robert Badinter, ministre de la Justice, des quartiers de haute sécurité dans les prisons qui défrayaient déjà la chronique pour leur inhumanité. Intéressant à noter, alors que notre pays est en train de recréer des quartiers de haute sécurité contre les narcotrafiquants. Et puis en 1981, un livre qui s'appelle « L'acharnement ou la volonté de l'erreur judiciaire ». Alors Knobelspiess, qui devient l'égérie de la gauche intellectuelle anti-prison, aura ensuite d'autres incartades avec la loi. Il va même revenir en prison en 1987 après un braquage. Mais surtout, ce qui est frappant dans cette émission, où il y a par ailleurs toute une discussion sur la violence, les origines de la violence qui est assez passionnante, c'est qu'il est longuement question des conditions de détention de la prison à une heure de grande écoute sur la chaîne la plus importante à l'époque. Évidemment, 45 ans plus tard, ça paraît très difficile d'imaginer ça. Tout se passe comme si on ne parlait plus beaucoup des conditions de détention en prison et du système carcéral, a fortiori pas à la télé et pas à la télé le soir en prime time. Alors, sauf pour s'entendre dire évidemment qu'il faut construire encore plus de prisons. J'ai parlé du débat actuel et on va en reparler sur ces prisons de haute sécurité. Lors de ces polémiques récurrentes aussi qui sont façonnées par des politiques, relayées par des médias, sur ces incroyables libéralités dont profiteraient les prisonniers. On a beaucoup parlé de la volonté de Gérald Darmanin d'interdire les activités ludiques en prison qui sont pourtant dans la loi. Et le Conseil d'État vient d'ailleurs d'annuler cette interdiction en se référant justement à la loi. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est devenu impossible de parler des prisons, alors qu'on a 83 000 détenus et que c'est le niveau le plus élevé qu'on ait jamais eu, et demain ce sera encore plus important, avec un taux d'occupation de prison de 130%, et que la France est régulièrement condamnée par des juridictions internationales pour traitement inhumain. Est-ce que c'est le souhait, ce qui se passe, de l'opinion, le choix des médias, le choix des politiques, tout ça à la fois? Pour en débattre aujourd'hui, on a le Bernard Bolt, le détenteur d'une mémoire toujours contemporaine de la lutte sur les prisons, et 2 journalistes qui s'efforcent de continuer à parler de la prison. Donc Bernard, vous êtes militant de la condition carcérale, à l'origine des rencontres Concertina, ancien détenu vous-même, ancien journaliste, fondateur de l'OIP, l'Observatoire international des prisons en 1990. Bon, tout le monde le connaît ici, mais je le présente quand même. Ancien contrôleur auprès du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et vous avez fondé en 2015
Prison Insider, un site internet dédié aux prisons dans le monde entier. Violette Lazare, salut, en confraternité, je vais te tutoyer. Tu es journaliste, chef du service enquête du Nouvel Obs, enquêtrice dans ce magazine depuis une décennie, spécialisée dans la grande délinquance financière, la criminalité organisée et les sujets liés aux questions de justice et de police. Tu as écrit 3 livres. Le dernier, c'est Le crépuscule de la brise de mer, paru chez Robert Laffont. Tu as travaillé aussi chez Libération, journal qui fut dans les années 70, 80, 90 le plus en pointe sur cette question des prisons. Et puis avec nous aussi Clara, salut, Clara Monnoyer, journaliste à Street Press. Tu écris beaucoup sur les prisons, les conditions de détention, l'exil, les réfugiés notamment. Voilà, donc moi je voulais tout de suite faire circuler la parole déjà pour une première question. Est-ce que vous partagez le constat que je pose, c'est-à-dire d'une impossibilité quasiment de parler de la prison, si ce n'est, alors on parle des médias en général, et Clara et Violette vont nous montrer qu'elles continuent à travailler sur la prison, donc ce sont des contre-exemples, mais de façon générale, d'une impossibilité à parler de la prison, et quand on en parle, d'en parler d'un point de vue uniquement répressif, sécuritaire, avec cette idée que finalement, la prison, les prisonniers sont coupables finalement, et qu'il faut encore plus d'ordre de répression, et que la prison en est l'incarnation. Comment vous voyez les choses ? Bonjour, bon après-midi. Il y a des personnes qui nous envoient régulièrement des revues de presse, donc on est abonnés. Il y a des personnes qui sont des militants et des militantes. Bruno Eraille est dans cette salle ou pas loin, et il nous fait une revue de presse plusieurs fois par semaine qui nous adresse ce qui peut se passer dans les médias, et puis on en reçoit des plus professionnels. Et on parle beaucoup de prison dans les journaux. On reçoit beaucoup de choses, il se dit beaucoup de choses. Alors que se dit-il ? Moi, je n'ai pas fait d'analyse de contenu sur ce qui se disait pour savoir exactement, ça serait intéressant sur une cohorte d'une année, savoir de quoi parlaient les articles sur la prison. Et ça reste un travail étudiant, je pense, à faire, passionnant, pour savoir exactement ce qui se dit. Effectivement, il y a beaucoup de faits divers qui conduisent à la prison. Il y a beaucoup de questions de suicide, mais on ne dit jamais, alors on ne le sait pas toujours, mais on n'explique jamais les circonstances qui ont fait que des détenus se rebellent, maltraitent des surveillants. On ne dit pas ce qui s'était passé avant, l'inverse non plus, où c'était des détenus rebelles qui méritaient sans doute qu'on les contraigne. Et donc, c'est vrai que ça fait beaucoup et peu sur un point de vue. Par exemple, nous, c'est la 5e année. À ma connaissance, je crois qu'aucun média d'importance ne nous a encore consacré une page ou une demi-page ou un article. Et on dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va raconter ? Parce que c'est jamais que des discours. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Voilà, donc effectivement, il y a une pénurie, il y a un manque, et puis pour boucler juste, là, très souvent, les responsables de rédaction nous disent « Oui, mais dès qu'on parle de cette question-là, les gens s'en vont, nous fuient, n'ont pas envie de lire ça. » Donc, ça fait beaucoup pour, effectivement, ne pas donner envie de traiter ce sujet de manière intéressante. Violette, Clara ? Oui, je peux peut-être embrayer directement là-dessus. Moi, je pense que... Donc, moi, je travaille au Nouvel Obs, qui est un journal qui, historiquement, est intéressé, préoccupé et accueillant, on va dire, en tout cas pour les sujets qui concernent l'enfermement, la prison, la réinsertion, etc. Donc on ne s'empêche pas de le faire depuis que j'y suis. Moi, je le fais assez régulièrement, mes collègues aussi avec qui je travaille. Mais il y a quelque chose sur lequel je peux rebondir immédiatement, c'est-à-dire que ce qu'on constate, et ce qu'on constate encore plus avec Internet, parce qu'on a les consultations et le nombre de lecteurs et de vues, c'est que c'est des sujets qui... quand on aborde en tout cas le quotidien ou quand on en traite de l'intérieur, c'est un sujet qui fait fuir le lecteur. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas qui intéresse assez peu, ce qui moi m'interroge toujours et me dépite et me désespère même un peu, et même parfois quand on a l'impression de faire des sujets qui nous
révolte, même nous en tant que journalistes, parce qu'on sait, parce qu'on voit, par le résultat de nos enquêtes, et qu'on a un peu cet espoir ou peut-être cette prétention à faire changer les choses, ça change absolument rien, je crois. Enfin, moi, je peux peut-être prendre juste l'exemple d'un papier que j'ai fait assez récemment sur la maison d'arrêt de Luynes, qui se trouve près d'Aix-en-Provence et qui est une maison d'arrêt qui est surpeuplée, comme toutes les maisons d'arrêt en France, mais particulièrement celle-là. Je crois qu'il y a un taux de surpopulation de 160%. Il y a un jeune homme qui s'est fait tuer dans la cour de promenade et qui est resté allongé, inanimé pendant 12 minutes devant une caméra de vidéosurveillance avant que le premier surveillant puisse intervenir. Et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'eux aussi sont en sous-effectif. Enfin, c'est vraiment une prison qui n'est plus gérée et qui est, des mots même du parquet d'Aix-en-Provence, ingérable. Voilà, donc on admet ça, en fait, on admet qu'il y a une maison d'arrêt en France qui est ingérable. Et je pensais que le papier que mon article allait peut-être, je sais pas, en tout cas déclencher des réactions. Et à ma connaissance, en tout cas, ça n'en a déclenché aucune. Voilà. Bon, ça sera le petit passage un peu désespérant, mais après on sera un peu plus optimiste par la suite. Clara. Ouais, pour compléter, moi je me souviens de la première fois où j'ai proposé à une rédaction un sujet sur la prison. C'était pendant le Covid. C'était le moment où tous les médias cherchaient à avoir un angle différent parce que le Covid, on l'avait traité de toutes les manières. Et j'avais proposé un sujet sur le fait qu'en prison, avec le Covid, il n'y avait plus de parloirs. Les parloirs étaient suspendus. Les familles ne pouvaient plus voir leurs proches et les proches n'avaient plus de parloirs. Et ça n'avait pas été traité dans les médias. Donc je propose ça à la rédaction où j'étais à l'époque, qui me dit « Ah, c'est une super idée, ça n'a pas été couvert, franchement c'est hyper original, mais bon, qui sait que ça va intéresser quoi ?» Et voilà, ça résume assez bien cette idée-là, et j'ai essayé de me défendre, et il y avait vraiment cette idée qui était, en fait ça concerne pas grand monde quoi. C'est une bonne idée, mais en fait, ça a concerné qui 3-4 personnes. Alors que, tu l'as dit, il y a plus de 80 000 détenus. Il y a des gens qui sont allés en prison, qui sont sortis. Et en fait, les proches, la famille, c'est énormément de monde, en fait. Et je trouve que ça explique aussi la bulle dans laquelle peuvent être les médias et les journalistes. Et je me mets dedans aussi, parce qu'on a l'impression que cette réalité-là, c'est pas notre réalité, qu'elle existe, qu'elle est loin de nous. Alors que les gens à qui on s'adresse, quand je parle de prison, ça concerne tout le monde. J'ai un cousin en prison. Et moi, depuis que je travaille sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quand même un tabou à en parler, on n'en parle pas. Mais quand je dis que je travaille sur le milieu carcéral, c'est arrivé qu'une amie d'une amie me prenne à part et me dise « Au fait, personne ne le sait, mais tu sais, moi, j'ai fait de la prison. » Qu'une autre amie d'amis, quand je dis que je travaille sur la prison, elle vient me voir après, elle me dit « Tu sais, moi, mon père, il est en prison. » Et personne ne savait dans l'entourage, ou alors très très proche, et personne n'en parle. Et je pense que ça explique un peu ce biais aussi des journalistes qui s'inspirent de ce qui les entoure, et ça concerne énormément de monde. Et sur le fait que tout le monde s'en fout, je suis un peu plus mitigée, que ça n'intéresse pas les lecteurs. Nous, à Street Press, on est un média indépendant, donc on est en accès libre. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'être abonné pour lire nos articles. Donc, parce qu'on estime que l'information, c'est un bien public, ça doit être accessible à tous et toutes. Au début, quand pour Street Press, j'ai des sujets sur la prison, c'est vrai que c'était pas beaucoup lu, c'est pas beaucoup partagé. Et à force d'imposer aussi cette thématique-là, les gens ont commencé aussi à suivre ce travail sur la prison, alors des gens qui avaient rien à voir ou des gens concernés. Et en fait, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont lus, que ce soit par les gens du milieu de la justice, par les personnes qui connaissent ce milieu, qui sont partagées parmi les détenus, qui connaissent notre travail sur ce sujet. Et c'est un travail au long cours, mais qui marche en fait. Et c'est un peu... il faut tout le temps rappeler que c'est important. Et vu qu'on a un média qui n'est pas forcément lié aux audiences, c'est plus facile aussi d'avoir une rédaction qui nous suit là-dessus. Parce qu'on estime que c'est un sujet important. Et peu importe si ça n'avait pas beaucoup de vues. Et suivant le traitement, on en parlera après. Mais c'est aussi de comment parler de la prison pour que ça intéresse les gens et que les gens soient interpellés et pas seulement les gens déjà convaincus aussi. Ouais, alors on va en parler justement après du traitement et vous reviendrez sur certaines de vos enquêtes si vous le souhaitez. Mais la question que je voulais vous
poser, Bernard, et puis ensuite avoir votre avis. C'est cette question du cadre dans lequel on évolue. Je posais la question d'un changement de culture par rapport à une époque où la prison, on en parlait, on parlait des conditions de détention de façon dans le débat public, dans le débat intellectuel. C'était une question importante il y a 30-40 ans. Ce n'est plus le cas. Il y a des gens, par exemple, comme la sociologue Vanessa Conaccioni, qui parlent de paradigme répressif, sécuritaire, dans lequel on serait entré, qui fait que, justement, on ne voit plus la prison, quand on parle évidemment de la façon dont la prison est abordée dans les grands médias de flux, ça va être uniquement au moment de polémiques, par exemple, ou de façon extrêmement sécuritaire. Comment vous traduiriez ce changement? Est-ce qu'il y a un changement là que vous avez documenté, vous, depuis ces dernières décennies, et qu'est-ce qui est en jeu là? Pardon. Oui, on fait ce constat, mais je fais en deux temps. Au début de l'OIP, donc on est au BUDE, Observatoire international des prisons, on est au tout début des années 90. En tout cas, dans mon esprit, moi qui étais journaliste pendant 10 ans avant, c'était si on produit une information sur la prison qui est vérifiée, qui n'est pas rapportée de manière insultante ou partisane, mais de manière contextualisée, des faits, rien que des faits. Si on apporte des faits devant l'opinion publique à travers les médias, eh bien, une démocratie est dans l'obligation de se mettre en ordre de route. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir, on ne peut pas, si l'on sait que telle personne s'est suicidée dans telle circonstance, si on sait qu'il y a un taux de sursuicidité, particulièrement en France, important, si on sait par exemple qu'aujourd'hui, on meurt beaucoup plus en cellule sous les coups d'un co-détenu qu'on ne mourait avant. Maintenant, c'est 10, 15, ça peut être 20 personnes dans une année. Quand il y en avait un tous les 2 ans, on était stupéfait. Aujourd'hui, la promiscuité, les conditions, mais on n'explique jamais pourquoi, ça n'intéresse personne. Et le fait que ça soit dit, qu'on le rapporte et que ça ne provoque aucun changement, le fait qu'on dise que mettre 3 personnes dans une place, c'est insupportable, et qu'on enferme bien sûr des pauvres, mais c'est insupportable, alors, l'opinion publique est sans doute pas favorable, encore qu'on n'en sache rien, parce que l'opinion publique, ça se travaille aussi, avec des politiques courageux qui peuvent entraîner d'autres, mais simplement, c'est que la justice, le champ politique n'intervient plus. C'est-à-dire qu'on peut dire quelque chose qui est une énormité, ça ne fait bondir personne, mais enfin, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe à Gaza en ce moment. Oui, voilà, ça se rejoint d'autres questions. Pour vous, Violette et Clara, comment vous voyez ça, puisque si on prend ces dernières semaines, je l'ai dit, le Conseil d'État qui dit à Gérald Darmanin, non, en fait, on ne peut pas interdire les activités ludiques en prison, c'est dans la loi et ça va continuer. Et il faisait ça pour prendre à témoin l'opinion publique. Il a travaillé, Gérald Darmanin. Laurent Wauquiez, qui nous dit qu'on va enfermer les personnes sous UQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans le cadre de la campagne LR contre Bruno Retailleau, il faut faire une différence avec lui. Bon, ça n'a pas fonctionné, visiblement. On a évidemment cette question des prisons de haute sécurité qui rappelle des choses qui ont existé, qui se posent par rapport à la question du narcotrafic et dont on parle évidemment beaucoup. Donc c'est juste pour préciser, vous, dans quel cadre, comme journaliste qui restez très intéressé par ça et qui vous voulez toujours produire de l'information et lancer l'alerte aussi un peu sur ces sujets, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel cadre finalement vous travaillez au quotidien par rapport à ces messages des politiques ? Non. En fait, je pense que ce que nous, par exemple, dans notre rédaction au Nouvel Obs, ça ne nous empêche pas de travailler et ça ne nous empêche pas d'avoir toujours comme boussole de raconter les scandales qui se produisent en détention, comme vous disiez, hein, exactement. Le fait qu'on continue à documenter les assassinats qui se produisent la nuit dans les cellules et qui ne provoquent plus aucune émotion. Les meurtres dans les cours de promenade entre 2 clans de narcotrafiquants, parce qu'en fait, on trouve que c'est une bonne idée de mettre 2 clans et demi. Enfin, quand je parle de clans, je parle surtout de très jeunes hommes de 18-19 ans qui servent un peu de chair à canon et qu'on va enfermer ensemble dans la même cour de promenade. Donc forcément, ils vont s'entretuer. Mais après tout, c'est pas très grave, parce que quand même, c'était des délinquants. Et donc, au final, c'était comme ça qu'ils devaient finir. C'est quand même ça la petite musique de fond.
hein. C'est évidemment pas ça qu'on écrit. C'est ça la petite musique de fond. Donc nous, je pense qu'on continue à essayer de documenter tout ça, mais on est face à un bruit en fait un peu assourdissant qui est la piscine dans la cour de promenade. C'est scandaleux même quand il fait 45 degrés. C'était quoi les courses de quad, de karting, c'était pas des quads, de karting à Fresnes. Non, je me trompe, à la Santé. Bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a un bruit assourdissant qui est ça, quoi. Ah, en prison, voilà, il y a les quads, il y a la piscine, il y a la télé, il y a les chefs des plus grands clans de narcotrafiquants à Marseille, de la DZ Mafia, qui, effectivement, c'est vrai, hein, mais commandite des assassinats depuis leur prison, ce qui représente, en fait, je ne sais même pas, 0,5% des détenus peut-être, mais en fait ça c'est l'espèce de chiffon rouge qui est agité au niveau politique, qui est profondément malhonnête, profondément populiste, profondément idéologique et qui fait un bruit assourdissant. Et en fait quand on veut parler d'autre chose, on le fait quand même, en tout cas moi dans mon média on le fait, pas dans tous les médias, mais on a un écho, c'est indéniable, qui est moindre, qui est même un petit peu... mais pourquoi ? En fait, même parfois, moi, dans la rédaction, alors que pourtant tout le monde est quand même très sensibilisé à ces questions, au sein de la rédaction, quand on parle de ces sujets-là, ils disent « Ah bah oui, mais il faut peut-être parler aussi du reste, c'est-à-dire des prisons au quartier haute sécurité, est-ce que c'est pas aussi nécessaire ?» Alors oui, ça l'est, probablement pour une infime partie des détenus qui, en détention, continuent leurs activités, mais voilà. Donc je pense que nous, on est confrontés à ça. On ne peut pas s'extraire de ça, même si on veut. Et je pense qu'on n'a pas trouvé encore la bonne façon de s'engouffrer dans les brèches qui nous restent, quoi. Ouais, et je poursuis ce que disait Bernard. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu disais que c'est difficile d'avoir de l'impact, justement, même quand on sort des informations qui, normalement, dans un monde idéal, devraient être reprises. Est-ce que, comment tu te dis, là, moi, je peux essayer de faire bouger les choses pour essayer de briser ce mur-là, puisque tu constates parfois que une info qui te paraît légitime, importante et nécessaire pour provoquer un débat public ne le fait pas forcément par rapport à il y a quelque temps. En tout cas, moi, personnellement, la ligne de conduite que je me fixe, c'est toujours d'avoir la même boussole. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui m'intéresse. Enfin, je veux dire, moi, je fais confiance à mes scandales, à ce qui me scandalise, plus précisément, à ce qui me choque, et peu importe si le papier n'est pas celui qui va être le plus lu, ou peu importe. Je veux dire, moi, je passe complètement outre ça. Et je continue là par exemple, en ce moment ce qui m'obsède un peu, donc c'est cette maison d'arrêt de Luynes, hein, sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Je sais qu'il y a une nouvelle inspection qui est en cours, l'inspection générale de la justice. Je me doute très bien que le rapport qui va être rendu sur cette prison, il va être tout aussi choquant et tout aussi en fait, ça va avoir exactement la même conclusion, c'est-à-dire que cette prison ne respecte absolument aucune condition humaine de détention. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Donc, je vais essayer de récupérer ce rapport et puis je vais faire un article dessus. Et peut-être qu'un jour, il aura un impact, ou peut-être même qu'il en a et qu'on ne sait pas qu'il en a. Voilà. Clara, là-dessus, je vais juste citer, justement, on parlait des quartiers de haute sécurité, le dernier rapport de la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui date donc il y a un mois, Dominique Simoneau, ancienne journaliste à Libé, qui dit le ministre de la Justice a qualifié de révolution carcérale les nouveaux quartiers de haute sécurité, hygiaphone au parloir, interdiction des contacts physiques avec les proches, activité réduite, vertigineuse régression. En fait, retour 40 ans en arrière sur ce qu'a fait, aboli Robert Badinter. Clara, comment tu vois, toi, le cadre dans lequel tu évolues au quotidien en tant que journaliste ? J'ai l'impression qu'en effet, c'est de plus en plus compliqué de parler du sujet de la prison. C'est difficile de savoir si c'est l'opinion publique qui ne veut plus en entendre parler ou si c'est la politique qui dit que l'opinion publique ne veut plus en entendre parler. En fait, on ne sait pas ce qui entraîne quoi, et j'ai l'impression que le discours politique se cache beaucoup aussi derrière l'opinion publique, qui est une masse, et on ne sait pas trop qui c'est l'opinion publique. L'opinion publique s'en fout, ce qu'elle attend, c'est du sécuritaire,
Et c'est des discours qui polluent un peu aussi, qui nous entourent, que ce soit dans l'actualité, que ce soit dans ce que tu as cité, dans les mesures qui sont dites. Et le fait aussi que les médias les reprennent et ne prennent pas forcément le contre-pied. Donc on a notre rôle à jouer là-dessus. Et après, au niveau de l'institution, moi j'ai senti, alors ça commençait déjà un peu, mais depuis le scandale du karting de Fresnes, donc c'était des détenus qui pendant l'été où il n'y a pas d'activité en prison, puisqu'il n'y a ni prof et il y a très, très peu de choses, une activité karting avait été organisée entre surveillants détenus, ça avait été validé par tout le monde, et puis ça avait fait scandale, les images avaient été récupérées par BFM, scandaleux que des détenus puissent s'amuser. Et tout le monde a dit que personne n'était au courant, qui a validé ça. Alors, bien sûr que pour qu'une telle activité soit organisée, tout le monde est au courant. Et en fait, il y a vraiment... Moi, j'ai trouvé un manque de courage politique, que personne ne prenne la parole. Et ils avaient validé cette activité et disent, bah oui, en fait, on assume. Et c'est vrai que nous, on est face à ça. Et ça reste compliqué aussi en tant que journaliste de travailler sur la prison. Moi, j'ai senti vraiment un avant-après Fresnes. C'est-à-dire que la direction de la communication de l'administration pénitentiaire nous répondait en tant que journaliste assez régulièrement. On avait des liens, alors ils répondent plus ou moins, ou ils répondent des mails basiques, mais ils nous répondaient depuis l'affaire de Fresnes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai plus jamais eu de nouvelles. La personne qui s'occupait de la com à l'époque, je sais qu'elle a été mise au placard. Et maintenant, toutes les demandes doivent être redirigées par faut passer par le ministère de la Justice. Ce qui est assez insupportable puisque c'est des chargés de com qui nous envoient des extraits de textes de loi. Je me souviens, je faisais un sujet sur la construction de nouvelles prisons, donc j'avais contacté les directeurs de chaque prison qui m'avaient dit il faut contacter la direction pénitentiaire de la Circo, etc., que j'avais contacté, et eux me disaient il faut contacter le ministère de la Justice, sachant que je l'avais déjà fait en sachant qu'ils allaient me dire de les contacter. Et en fait, tous mes mails avaient été transférés au ministère de la Justice, qui m'a envoyé un mail en disant arrêtez de contacter tout le monde, vous devez contacter qu'une seule personne, c'est nous et uniquement nous qui répondront, arrêtez. Alors que moi je fais mon travail et je pense que les directeurs de telle prison sont plus à même de répondre que quelqu'un à la com du ministère. Et c'est pareil pour les visites de prison. Moi je fais pas mal de visites de prison, donc principalement avec des députés, parce que c'est plus simple, ça nous permet d'avoir un peu plus de liberté, mais c'est très contrôlé. On sent qu'il y a... que c'est plus compliqué en visite. Ça arrive des fois, on fait une visite et en 2 heures, on nous balade dans les couloirs et on nous dit non, vous ne pouvez pas voir tel détenu ou voir telle cellule, alors que c'est le droit, parce que c'est trop dangereux. Et il y a toujours le sécuritaire qui prône. Et en fait, on ne peut pas s'opposer à ça, parce qu'on est quand même dans un lieu sécurisé. Mais le sécuritaire est aussi un peu une excuse pour pas forcément montrer. Et je me souviens qu'un directeur de prison nous disait oui, non mais vous, les médias, soit vous parlez des prisons en disant c'est des conditions de détention indignes, vous êtes des bourreaux, soit c'est le Club Med, ils s'amusent. Et même l'administration et le ministère, quand on veut faire des sujets pas positifs, mais sur une activité, en fait, il y a plein de choses qui sont faites en prison, il y a plein d'activités géniales, et il faut le dire, par des associations, par des militants. On n'est absolument pas au courant, et quand on arrive à avoir un truc et qu'on demande d'en parler, parce que pour le coup c'est bien aussi de mettre en avant des choses qui se passent bien, pas possible, parce que vous comprenez, l'opinion publique elle comprendrait pas en fait qu'ils aient un atelier musique, qu'ils aient etc. Et ils bloquent carrément, donc en fait on peut pas parler de la prison, et c'est galère quoi. Bernard, qu'est-ce que vous inspire déjà cette réflexion, aussi en tant qu'ancien journaliste, et vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, ok, il y a peut-être un discours politique qui est celui qu'on a dit relayé par des médias, mais il y a une réalité, c'est que, vous m'avez dit, plus on s'éloigne d'une catastrophe, plus on s'approche de la suivante. C'est-à-dire que Violette nous disait, voilà, une prison, la prison de Luynes, situation hors de contrôle. Donc c'est quand même, ça doit nous alerter. Comment vous prenez cette discussion ? Je sais pas, c'est d'une très grande complexité. En tout cas, soit nous, militants associatifs, on est mauvais parce qu'on n'aboutit pas à transformer des choses qu'on aimerait transformer. On se heurte à un mur qui est difficile et qui est extrêmement dur, mais la réalité carcérale est tellement éloignée de notre réalité, par exemple à nous qui sommes ici autour de ce chapiteau, elle est tellement éloignée
que très vite, dès que la personne est sortie de prison, elle va éprouver le besoin de passer à autre chose. Elle n'a pas forcément envie de témoigner. Il y a eu le désir de témoigner à une époque, il y a toujours le désir de témoigner. Il y a des jeunes gens ou moins jeunes qui sont là, on a entendu un ce matin, et il y en a d'autres qui sont là, qui sont prêts à témoigner. Mais si on n'a pas des piqûres de rappel, enfin en tout cas ça fonctionne comme ça pour moi, c'est-à-dire par exemple le contrôle général des lieux de privation de liberté me donnait l'occasion de rentrer dans des établissements et d'être témoin de certaines choses. Et ça fait du bien, ça fait des piqûres de rappel pour se remobiliser. Mais dès lors qu'on laisse passer ce temps, c'est très difficile. Donc c'est un peu ce que disait Pénard Selleck ce matin, c'est-à-dire que c'est partir de la réalité. Et la réalité, elle est difficilement accessible. Et puis dans la somme des problèmes que rencontrent les gens aujourd'hui, nous on parle de la prison parce qu'on s'est focalisé là-dessus, mais d'autres vont travailler sur le chômage, d'autres vont travailler sur la question du handicap, d'autres sur la question du racisme. Donc chacun a son univers dans lequel il souhaite faire avancer les choses, mais c'est très difficile d'intéresser des personnes à l'ensemble de ces questions qui forment un tout. Donc nos luttes sont très parcellaires, il faudrait arriver à les réunir. On parle de la même chose. Et enfin, fondamentalement, pour moi, on parle quand même d'un problème de répartition des richesses. Et pour aller contre ce système qui punit certains et qui laisse d'autres prospérer, le but à la fin, c'est quand même de ne pas partager la richesse. C'est que la richesse reste aux mains d'un certain nombre. Et donc on sacrifie toute une population de pauvres et de personnes d'origine ethnique différentes. C'est ce que nous dira Fassin tout à l'heure, enfin en substance, enfin, en tout cas ça fait partie de ses travaux. Et voilà, donc on est dans l'embarras. On est dans l'embarras. Si on n'a pas une personne handicapée dans sa famille, sur un fauteuil roulant par exemple, eh bien c'est très difficile d'imaginer la complexité que se déplacer en ville. Alors que c'est une question, je dirais, de société élémentaire, mais on se mobilise peu sur cette question si on n'est pas concerné. La question de la prison, elle concerne beaucoup moins de monde que le handicap. Il y a plus de personnes qui souffrent de handicap que de personnes en prison. 100 détenus pour 100 000 habitants, ça a monté un peu en France. Hein. On est plutôt à 117, je parle sous votre contrôle. 100 détenus pour 100 000 habitants, ça fait quand même 980, je ne sais pas combien, 10 000 enfin, il y a les familles, mais qui sont éloignées de cette question. Donc c'est comment se projeter dans une question aussi complexe quand on n'est pas concerné. Alors après, il y a 90 000 personnes qui rentrent chaque année en France pour une durée moyenne de moins de 11 mois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées, mais pas tant que ça. Enfin, on est et puis quelque chose qui est tellement invisible, tellement voilà, pas vu. Et puis les personnes qui passent par ces endroits-là ne sont pas toujours prêtes et envie, ça a été dit tout à l'heure, envie de raconter voilà, à leurs enfants, à leurs proches, voilà les conditions dans lesquelles j'étais. Et puis ça inquiète d'abord énormément les familles et les enfants. À vous lire toutes les deux, et aussi évidemment les journalistes qui couvrent la prison. On a pourtant l'impression, et on le voit évidemment, y compris dans les conversations qu'on a eues tout à l'heure, que la prison, tu as parlé de cette difficulté d'accès aux sources, à l'information, c'est pourtant une mine d'enquête, une mine d'histoire, une mine de révélation, et donc comment vous envisagez le travail justement autour de ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous intéresse? Tu as déjà parlé un peu des obstacles. Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Violette, tu n'as pas parlé de cette prison, de cette question des obstacles. Voilà, donc comment vous traitez ça? En fait, les obstacles, je dirais, il n'y a que ça. Enfin, non, mais quand on travaille sur ce sujet, immédiatement, de toute façon, le premier obstacle, c'est on parle de quelque chose qu'on ne peut pas voir. On parle d'un endroit où on ne peut pas aller, sauf sous contrôle, haut contrôle, sauf à être manipulé aussi par le pouvoir politique en place. Je dis ça parce que là, récemment, Gérald Darmanin a organisé énormément de visites dans ces quartiers haute sécurité pour les journalistes. Là, on était invités. Là, pour le coup, on a été invités à venir voir les travaux qui avaient été faits, c'est Vendin-Leveille et Condé-sur-Sarthe.
Bon, moi, pour le coup, moi, j'ai pas voulu y aller, j'ai refusé d'y aller. Donc là, prison modèle, quartier de sécurité, surveillant modèle, parce qu'ils ont été volontaires pour venir. Enfin bon, ça n'a absolument aucun intérêt pour nous de participer à ces déplacements. Enfin, moi, je considère, quoi, peut-être une fois de temps en temps, mais bon, je dois être un peu extrémiste. Bref, moi, je veux pas y aller à ces trucs-là. Juste précision, pourquoi tu veux pas y aller? Parce que je vois bien pourquoi tu veux pas y aller, mais pourquoi tu veux pas y aller? Qu'est-ce qui te dérange là dans ces excès de com, justement? Oui, c'est ça. À partir du moment où on fait partie d'une visite organisée par le ministère par la com du ministère de la Justice, je suis pas contre la com en général. Hein. Je veux dire, moi, dans mon métier, je suis en contact avec les services de communication de beaucoup de ministères et c'est très utile et ça permet de parler, ça permet d'être mis en relation avec les conseillers du ministre, l'administration. Hein. Je dis pas du tout que je suis contre la communication, c'est absolument pas ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne les lieux de détention, en ce qui concerne les prisons, c'est des poules de journalistes qui sont sélectionnés. Donc en général, quelques-uns de presse écrite, l'agence France Presse, une télé, une radio. Et on va pouvoir parler qu'à un échantillon de personnes sélectionnées auparavant. Donc en fait, on n'a absolument aucune liberté dans notre travail. Et à la fin, comme on a passé une journée de déplacement, et ben notre rédaction. Bon, moi, je suis salariée du Nouvel Obs, donc légitimement, ma rédaction va me dire, faut que tu fasses un papier. Je veux dire, j'ai pas été là pendant une journée, j'ai travaillé, il faut que je fasse un papier, mais j'ai pas envie d'être obligée de faire un papier en fait après une journée comme ça. J'ai aussi envie de pouvoir dire, bah non, en fait, on fait pas de papier, parce que là, moi, j'ai vu que 2 personnes qui ont répété un discours assez bien huilé. Donc voilà. Donc pour pas être dans l'obligation de faire quelque chose qui serait strictement dicté par la com, moi, je prends le parti de ne absolument jamais participer à ces visites, et là encore plus en ce qui concerne les quartiers haute sécurité, parce que ça pose tellement de questions que je pense qu'il ne faut pas participer à leur médiatisation, en tout cas de cette façon. Voilà. Donc on était sur les obstacles. Ouais. Oui, alors les autres obstacles qu'on a, c'est la com. Moi, la com ne m'a pas répondu depuis 3 ans à peu près. Voilà. Donc Voilà, donc j'écris exactement les mêmes SMS aux mêmes personnes qui me disent surtout vous écrivez qu'à moi, c'est-à-dire la com centrale du ministère, et pas à l'interrégional, et pas au directeur de prison. Et en fait, ils prennent le coup de fil absolument gentiment. Oui, j'ai bien enregistré votre demande. Donc on se dit c'est bon, ils ont enregistré notre demande, mais en fait, ils ne répondent jamais. Tu vas poursuivre, mais ça veut dire juste que sur la prison de Aix-Luynes, par exemple, tu écris en disant « Je sais que cette prison est hors de contrôle et je peux vous dire qu'elle est hors de contrôle parce que des gens me disent qu'elle est hors de contrôle. » Et pas de réponse. Mais c'est ahurissant. Enfin, j'ai rarement eu ça quand même dans des enquêtes. Parce que je ne travaille pas que sur les prisons, je travaille sur quand même pas mal d'autres thèmes. J'ai jamais Mais je veux dire, c'est... Même moi, des fois, j'ai encore du mal à y croire. Tu as une liste de SMS sur ton téléphone avec c'est que toi qui écris. Il n'y a qu'une colonne qui est remplie, c'est la tienne. Mais la colonne d'en face de réponse, il n'y a rien. Enfin, je pense que tu as la même. Ouais, je pourrais vous dérouler. Mais c'est effarant. En plus, cette personne a répondu une fois, donc elle existe. Mais, non, mais tu vois, c'est quand même... Moi, j'y croyais pas. Comme c'est pas mon seul sujet, les prisons, c'est vrai que celui-là, par exemple, sur Luynes, j'avais les rapports de l'inspection générale de la justice qui étaient accablants. Il y avait quand même, dans mon article, on parlait quand même de 3 personnes en 2 ans qui s'étaient fait tuer, 2 dans leur cellule pendant la nuit, 1 pendant la journée dans la cour de promenade, comme j'ai raconté au début. Je me disais, mais putain, faut quand même... je veux dire, on peut... je sais pas. Ouais. On est quand même en France, quoi. Faut quand même réagir à ça. Et j'ai eu aucune réponse. Clara, tu veux rebondir là-dessus? Il y avait sur le rebond, et il y avait une autre question qui m'est venue, c'est que Violette nous disait c'est évidemment très difficile d'enquêter sur la prison déjà, donc quand ce mur de communication se rajoute, et de mépris, quoi, et voilà, c'est encore plus dur. C'est-à-dire que la prison en soi, en plus, parce que c'est fermé, pour un journaliste, c'est encore plus dur de travailler dessus. Ah, mais c'est galère. Après, quand on fait beaucoup ça, finalement, on s'habitue. En période de canicule, les vents qu'on prend, des fois, ça fait du bien. Et non, mais en fait, ouais, c'est assez insupportable parce qu'ensuite, on va nous dire, de toute façon, vous racontez n'importe quoi, vous avez un parti pris, vous dites pas la vérité, mais on vous donne en fait la parole. Et il y a vraiment un mur, quoi. La prison, c'est un lieu fermé dans tous les sens du terme.
Et il y a vraiment la peur de parler à tous les stades, c'est-à-dire qu'il y a même des gens des directeurs de prison qui sont OK pour parler, mais qui disent en fait j'ai pas le droit, il faut faire remonter au ministère de la Justice, il faut que je demande avant l'autorisation si je peux vous répondre. Et c'est assez désespérant. Après, on y arrive, c'est juste que ça demande du coup beaucoup plus de temps. Parce que, par exemple, moi je fais des visites de prison, parce que je pense pour voir ce qui se passe, il faut aller sur place. Si on fait des demandes officielles, ça peut prendre 3-4 mois de négociation. Si on veut filmer, j'avais des collègues pour une série documentaire qui avaient voulu filmer un épisode d'un atelier, ça a pris 3-4 mois de négociation. Il faut que les images, c'est-à-dire tous les rushs filmés en prison soient validés par le ministère. Tous les rushs, pas juste ce qui va être diffusé. Avec leur aval, et c'est-à-dire que tous les documentaires que vous voyez sur la prison ont forcément été validés par le ministère de la Justice, tous les rushs. Ça, je trouve aussi que c'est le rôle du journaliste d'être transparent en disant que la plupart du temps, ils choisissent la prison dans laquelle on va tourner, ils choisissent les détenus, ils choisissent les surveillants à qui on parle, et en plus, ils contrôlent et ils regardent tous les rushs, et sur place, il y a toujours la directrice de la com, qui a disparu depuis, voilà, et la chef de détention, plus la directrice pénitentiaire qui vous suit à la trace devant, derrière. Voilà. Il est fréquent que sur les rushs, ils disent ça oui, ça non, de façon... Et comment ça se passe ? De façon arbitraire, ça oui, ça non ? Quels sont les critères ? Et est-ce que c'est fréquent qu'on caviarde ? Alors pour le coup, pour mes collègues, c'était vraiment un sujet c'était Adama Camara, qui est un militant de Garges-les-Gonesse, qui fait des ateliers à la prison de Villepinte de sensibilisation sur les RICS. Donc en fait là, tout allait bien, mais c'est vraiment la consigne. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé des contrôles, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé en visite de prison. C'était à la maison d'arrêt d'Ony. Il y avait l'AFP qui était là, qui filmait. Et le directeur de prison allait derrière lui, il disait non, ça tu filmes pas, ça tu filmes pas. Et le journaliste disait juste ah mince, d'accord, pardon. Parce qu'en fait, il ne faut pas prendre en photo et vidéo tout ce qui ressort de la sécurité. Bon, on est quand même dans une prison, donc moi je voulais prendre des photos et on me disait bah non, prenez pas les barreaux, c'est la sécurité. Je dis bah je prends le sol, je prends mes pieds, mais qu'est-ce que je peux prendre en photo quoi ? Et c'est un peu incompréhensible et ça crée beaucoup de tension. Il faut savoir que nous, les journalistes, il y a une circulaire qui encadre notre manière de travailler en prison. C'est-à-dire que quand on va en déplacement avec un député, les députés peuvent visiter par surprise les lieux de privation de liberté. Donc ça, c'est quand même une grande avancée pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse contrôler, même si c'est très encadré. Mais il y a une circulaire qui encadre, où c'est vraiment écrit que le journaliste, donc déjà... maximum 5 journalistes avec un député, que le sujet du déplacement du journaliste doit être celui de la raison du déplacement du député, donc on ne choisit pas notre sujet. Le journaliste n'a pas le droit de poser des questions, il doit juste être témoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de poser des questions au directeur, on n'a pas le droit de poser des questions aux surveillants, on n'a pas le droit de parler aux détenus, ce qui donne des situations lunaires, c'est-à-dire que quand on fait ouvrir une cellule de 9 mètres carrés, qu'il y a 3 personnes, que le député pose des questions et nous on a envie aussi de faire notre travail. Souvent les élus sont assez sympas et ils nous disent est-ce que vous voulez poser une question ? Et du coup je suis obligée de me retourner vers lui en lui disant oui, est-ce que vous pouvez demander à ce monsieur qui est vraiment à 50 cm de moi, est-ce que tout se passe bien ? Et il dit est-ce que tout se passe bien ? Et voilà quoi. Donc en fait c'est pas respectueux non plus pour les personnes à qui on s'adresse. Moi ça m'est arrivé en visite que quelqu'un me dise mais pardon mais vous êtes qui ? Parce qu'on ne peut même pas dire bonjour, on est journaliste. Certains me prennent pour la collab de l'élu. Et il y avait le directeur à côté. Je dis mais est-ce que je peux au moins lui répondre sur ça ? Et il me dit non. Et du coup, on se fait attraper. Ça crée beaucoup de tension. Après, ça dépend vraiment des prisons, parce qu'il y a des directeurs qui sont contents qu'on vienne contrôler, parce que même eux disent mais regardez, en fait, ils sont 4 par cellule, il y en a qui dorment par terre, les surveillants, ils en peuvent plus. On sent que la parole est plus libre, et même qu'ils nous disent mais venez voir la cellule plus surpeuplée que j'ai, il faut que vous en parliez, parce qu'on ne s'en sort pas. Et d'autres, comme je disais, on nous balade pendant 2 heures dans les couloirs, les élus demandent à faire ouvrir une cellule pour échanger avec les détenus, non, c'est trop dangereux, on demande à au moins voir une cellule vide, puisque c'était dans le cadre de la canicule pour voir la chaleur qui faisait dedans, non, c'est trop dangereux, alors que c'est une cellule vide. Et après, ils disaient, parce qu'il faut repasser dans les couloirs où tout est fermé à la clé, la promenade de nuit, il n'y avait personne, non, c'est trop dangereux. Et au final, ils ont gagné, puisque 2 heures où ils nous ont baladés dans les couloirs, il y a eu 0 sujet fait
là-dessus, parce que BFM n'avait aucune image, l'AFP pareil. Et j'ai eu de la chance que le député qui était scandalisé, en fait, il se foutait clairement de notre gueule, on va se le dire. Ils rigolaient ensemble et tout. Ils ont dit non, mais revenez demain à 8h, on vous ouvrira toutes les portes de la cellule, vraiment. Mais là, c'est juste, il est tard, c'est la sécurité, c'est pas possible. Et du coup, on est revenu le lendemain matin à 8h. Mais on était 2, donc il n'y a eu qu'un article de fait. C'est vrai qu'ils étaient un peu embêtés quand ils nous ont vu sonner à 8h. Bernard, elle est très concrète, cette discussion, et elle est intéressante, voilà, sur les obstacles qui vous sont faits. Bernard, elle vous inspire quoi, cette discussion ? Allez regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Donc Macron arrive au pouvoir en 2017. En 2018, il va à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Et là, il va faire un discours programmatique pour annoncer ce qu'il va faire de sa politique pénale, carcérale. Et il dit, à ce moment-là, il y a 70 000 détenus, donc il y a 100 détenus pour 100 000 habitants, on est en 2018. Au début de cette année, c'est un peu plus après d'un mandat, 7-8 ans, et en Allemagne, à l'époque, quand il fait son discours en 2018, il y a 80 détenus pour 100 000 habitants. Nous, on est à 100 pour 100 000. En Allemagne, ils sont à 80 pour 100 000. 7 ans après, on est passé à 82 000 en début d'année, 83 000 aujourd'hui. Détenus, ça fait 117, 118 pour 100 000 habitants. Et les Allemands sont tombés à moins de 70. Ils ont 20 millions d'habitants de plus. Qu'ont-ils fait, Bernard, les Allemands ? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pays, mais là, il y a l'équipe de Prison Insider qui en parlerait mieux que moi, mais il y aura un petit moment pour ça. Pour exposer ces travaux. Mais c'est vrai que beaucoup se sont engagés dans une décroissance carcérale dans plusieurs pays d'Europe, et ce n'est pas notre cas. Nous, rien ne semble faire obstacle à l'entassement des gens dans une place. Alors, je voulais citer cet exemple, et un autre qui est très parlant, qui est aussi le produit de travaux de Prison Insider, c'est que des membres de l'équipe se sont rendus aux Pays-Bas. Et donc on regarde combien de temps se forme un surveillant dans les prisons en France, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, qui est à Agen. Eh bien, la formation est de 8 mois, et il y a une telle hémorragie des jeunes surveillants qui quittent le métier parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont confrontés à un travail difficile de cellules surpeuplées. Donc la formation est passée à 6 mois. On va en Norvège, la formation est de 2 ans. C'est déjà pas la même chose, hein. Et on va aux Pays-Bas, la formation est de 3 ans. Et en 10 ans, ils ont divisé par 2 leur population carcérale. Donc c'est des exemples tout simples, mais qui montrent à quel point il y a une volonté politique de ne pas s'engager derrière ce travail, une politique populiste, où la droite court après l'extrême droite, la gauche, objectivement, court après la droite, parce qu'il n'y a pas de stratégie carcérale lisible. Et quand la gauche était au pouvoir, on n'a pas vu de décroissance de la population carcérale, sauf à des instants avec Guigou à un moment donné, puis c'est reparti avec le Covid, on l'a vu. Mais enfin, c'est encore une autre époque, c'était pas la gauche. Donc voilà, on prend pas le bon chemin, en tout cas en France. Et donc justement, et la remarque de Bernard m'a amené à cette question, puisque de la même façon qu'il se passe plein de choses en prison qui sont proposées aux détenus et qui sont, tu le disais, relativement invisibilisées, y compris par l'administration elle-même, il y a en effet des expérimentations pour ce que Bernard appelle la décroissance carcérale, pour des alternatives à la prison. Il se passe plein de choses. Là, c'est pareil, comment vous, en tant que journaliste, est-ce que vous avez l'espace pour en parler? Est-ce que ça rencontre son public? Est-ce que c'est possible de travailler là-dessus et et de façon générale, est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas finalement pris entre cette tension de d'abord documenter ce qui se passe dans les prisons, qui est quand même extrêmement urgent de documenter et énorme, et que c'est pas forcément facile de parler aussi de ces réflexions et de ce qui se passe de façon concrète sur les alternatives à la prison? C'est vrai que peut-être nous, en ce qui nous concerne, on va peut-être moins en parler que des conditions de détention, moins en parler que de la prison. Après, c'est aussi peut-être par manque
C'est pas par manque de volonté, c'est peut-être plus par manque de temps et par manque d'effectifs dans notre journal, tout simplement. Ça peut être quelque chose de très, très bête comme ça. Après, on est quand même très attentif à cette question. On la surveille. On sait très bien que quand ils ont voulu vider les prisons, comme ils disent, au moment du Covid, pour éviter une propagation de la pandémie, etc., ils ont réussi. Enfin, ils ont réussi, pas à vider les prisons, mais en tout cas, il y avait, je crois que le taux de détenus a été historiquement bas à cette période. J'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, on sait que quand il y a une volonté politique, c'est tout à fait faisable, possible, souhaitable. Tout le monde le dit, même au sein du ministère. Enfin, en tout cas, l'administration, pas le politique, mais les administratifs. Là, aujourd'hui, on documente plutôt, j'ai l'impression, les contre-vérités de l'actuel ministre de la Justice et ces saillies récurrentes à la radio, à la télé, pour au contraire aller exactement dans le sens contraire, quoi. Et nous, on s'échine à montrer que la direction qu'il prend n'est pas la bonne de notre point de vue, n'est pas la bonne pour personne, effectivement. Donc la comparaison avec les pays mitoyens, c'est une des façons, c'est un des angles en fait sous lesquels on peut traiter ces questions-là, mais pas la seule. Est-ce que ces articles-là rencontrent leur public, rencontrent leurs lecteurs ? Je ne sais pas. En tout cas, là-dessus, je ne sais pas. En tout cas, on les fait, on les écrit. Clara. Ouais, là-dessus, c'est vrai que les peines alternatives, ça fonctionne même très bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu quand même une incitation du gouvernement à ce que les magistrats s'en emparent. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'au lieu que ce soit des peines alternatives à la prison, c'est devenu des peines alternatives à la liberté. C'est-à-dire qu'avant, pour telle peine, on allait mettre du sursis. Et maintenant, c'est travaux d'intérêt général, etc. Et en fait, ça, aujourd'hui, malgré la mise en place des peines alternatives qui existent, et il y a tout un panel, les magistrats s'en sont emparés pour en fait encore réprimer, on va dire. C'est-à-dire qu'on incarcère plus, pour plus longtemps, et c'est plus difficile d'en sortir. Contrairement à ce qu'aurait pensé de la justice et laxiste, ça tous les chiffres le montrent. Je crois que sous le premier quinquennat de Macron, en 5 ans, il y a eu une quinzaine de délits qui ont été créés, c'est-à-dire des choses pour lesquelles on n'était pas passible de prison, et on crée ça souvent suite à un fait divers. Ça peut être il y avait eu le harcèlement de rue, mais c'est toujours réfléchi par rapport à une peine de prison qui est quand même la peine de référence. Et moi, je me souviens que j'avais travaillé sur un sujet, ça me fait penser à ça, qui était passé à la trappe. Je pense que vous n'en avez pas entendu parler, puisque personne n'en a entendu parler. C'était le projet de Nicole Belloubet de la construction de nouvelles prisons plus humaines, inspirées sur le modèle de prisons nordiques, c'est-à-dire que ça devait ressembler à tout sauf des prisons, avec le but, c'était de créer un sas, ils avaient appelé ça les sas, des sas vers la sortie, avec... en fait, ça devait ressembler à tout sauf à une prison, c'est-à-dire les personnes avaient des ateliers tout le temps, faire des liens avec l'extérieur. C'était un super beau projet sur le papier. Il y avait eu ce qui coûtait extrêmement cher, parce qu'en fait, il y avait des cours de promenade, il y avait quand même des cellules, mais ça ne ressemblait pas à des cellules. Il fallait que ça s'appelait chambre. Il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de mur d'enceinte de 6 mètres de haut. Et tout était fait quand même de manière sécurisée, c'est-à-dire avec des détecteurs de mouvement. Les murs, ils ne pouvaient pas être grimpés parce que ça glissait. Et en fait, ce projet, quand il a été récupéré par Emmanuel Macron, et ça correspond à la nomination du nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, Laurent Ridel, ils se sont rendus compte qu'il y avait ça en cours, et ils se sont dit, oh là là, comment ça, une prison sans barbelés, sans murs, ou non, ça va jamais passer dans l'opinion publique. En plus, elles étaient en place en centre-ville la plupart, parce que le but c'était de remettre la prison au cœur de la société. Et en fait, ils ont fait au dernier moment remettre des barreaux aux fenêtres. Ça s'appelait plus chambre, mais ça s'appelait cellule. Ça devait être des chambres seules. Ils ont rajouté des lits. Ils ont refoutu des barbelés. Ça a coûté énormément cher, donc c'est quand même votre argent, le nôtre. Et en fait, tout le monde était dégoûté.
puisque ces SAS, en fait, c'est devenu des SAS de désengorgement pour les maisons d'arrêt d'à côté. Ça devait être des détenus sélectionnés avec un vrai projet qui devait être mis là. Ils ont mis toutes les personnes qui posaient problème en détention, les gens des troubles psy. Je crois qu'au bout d'une semaine d'arrivée des détenus dans ces nouvelles prisons, il y a déjà, quelqu'un avait mis le feu. Il n'y a pas de quartier disciplinaire, les surveillants ne savaient pas comment faire, du coup, sans quartier disciplinaire. Donc ils s'étaient renvoyés en cellule. Et en fait, moi, j'avais contacté le ministère en disant je suis au courant de ce projet. Je trouvais que c'était un beau projet, un peu un espoir quand même d'avancer quand même dans le contexte. Et ils ne voulaient absolument pas communiquer dessus. Vraiment, il n'y a jamais eu de communication. Et moi, j'avais regardé toutes les... En fait, ils rentraient ça dans le plan des 15 000 places de prison, alors que ce n'était pas censé être des prisons normales, quoi. Même si ça faisait des places en plus. Et pour les inaugurations, donc là, il y avait les journalistes étaient invités à venir, mais ils ne parlaient jamais du projet. Ils disaient c'est une nouvelle prison moderne qui vient d'être construite. Ils n'expliquaient pas du tout ce qu'allait être fait. Et encore une fois, par la peur de... l'opinion publique, quoi. Faut surtout pas qu'on dise que les gens, en fait, ils vont penser passer devant une école et en fait, c'est des détenus qui sont dedans et en plus, il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas de murs d'enceinte. Du coup, vous inquiétez pas, ils ont refait remettre des barbelés et des murs d'enceinte partout. Je trouve que ça résume bien actuellement ce qui se passe, quoi. C'est un peu désolant, mais on peut résumer, on le sait, la façon dont l'opinion publique est perçue par les politiques, c'est que les politiques, en tout cas pour ce qui est du gouvernement récent, on l'a raconté sur Mediapart encore il n'y a pas longtemps, CNews est dans tous les cabinets, alors avec les autres chaînes d'infos, mais s'il y a quelque chose qui devient un sujet sur CNews, alors ça devient un motif de frilosité politique, et justement, voilà, c'est typiquement le genre de projet qui se retrouverait tout de suite sur CNews, et donc là, c'est certainement pas, c'est l'opinion qui ne veut pas. Voilà. Comment se fabrique aussi la représentation qu'ils ont de l'opinion. Ça fait 1 heure qu'on a commencé à discuter. Est-ce que vous avez des questions ? Je sais, on digère, mais on a apporté pas mal de choses. Je pense à la fois sur le traitement médiatique et sur... Oui, là-bas alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire circuler le micro ou est-ce que j'y vais ? Comment ça se passe ? Oui. Je vais y aller, telle une gazelle. Moins rapide, sinon je tombe. Oui. Merci. Alors, ce n'est pas tellement pour poser une question, c'est plutôt pour intervenir. Je suis Élie Deschaux, je suis directeur au sein de l'administration pénitentiaire et je suis le responsable du département des politiques d'insertion et des programmes de prévention de la récidive. Oui. Du coup, je vais rester pas loin, comme ça je suis sûr que je peux vous reprendre le micro à un moment. Je ne pensais pas que ma réputation de bavard m'avait précédé. Non, mais vraiment, assez rapidement tout de même, je voudrais réagir de 2 manières. La première, c'est concernant ma présence ici, et en fait mon intérêt pour ce qui se dit. Mais mon intérêt pour ce qui se dit, pour quelle raison ? Parce qu'en fait, c'est important pour nous qu'on puisse également prendre le pouls de l'opinion, qu'on puisse également entendre les professionnels de la communication, enfin, d'une communication que sont les journalistes, parce que, vous l'avez compris, pour ce qui concerne notre administration, la communication, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est verrouillé, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement... avec plein de règles. Et je crois que tout le monde l'a compris, ce qui ne signifie pas pour autant qu'on n'ait pas envie de communiquer au sein des établissements pénitentiaires ou au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc c'est aussi important de venir prendre le pouls, parce qu'à longueur de journée, en écoutant des chaînes que vous avez citées, on entend quelques battements qui ne correspondent pas tout à fait à ce que sont les pulsations de nos établissements pénitentiaires, de nos personnels, et encore moins des publics qu'on abrite. Quand vous parlez des quartiers là où ont été transférées les personnes associées à la criminalité organisée, c'est vraiment, on est d'accord, peau de chagrin par rapport aux dizaines de milliers de personnes que nous avons dans nos murs et qu'il nous faut gérer, sans parler des centaines de milliers que nous gérons en milieu libre, dans le cadre des alternatives à l'incarcération. Donc aujourd'hui, je peux le dire sans problème, tout en conservant la réserve qui doit être la mienne en tant que professionnel de l'administration pénitentiaire, la prison, c'est véritablement devenu un sujet politique.
C'est un sujet qui devient clivant, et vous l'avez dit vous-même, et notamment en faisant parler, en rapportant ce qu'un des chefs d'établissement avait pu vous dire. Quand on discute avec vous, eh bien, soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc, soit c'est pour dire que ce qu'on fait, c'est de la bouse, soit au contraire, c'est super, mais il faut voir de quoi on parle, depuis quel endroit on parle. Donc aujourd'hui, nous, on communique beaucoup, on aimerait que le message passe davantage, mais moi, j'ai presque envie de vous dire, attention de rester quand même à côté de nous, dans la communication, dans ce que l'on fait, et de ne pas être trop clivant, parce qu'on a l'impression finalement de ne pas avoir notre place en tant que professionnel de la justice dans parfois ce qui est relayé au niveau des médias à l'extérieur. Merci beaucoup. Alors on va vous laisser l'occasion de répondre, sachant que moi en tout cas la réponse que je vous ferai, c'est que la communication et évidemment le journalisme sont deux domaines différents, mais je laisse Violette et Clara vous répondre. Merci pour votre présence, votre question, et je les laisse vous répondre sur notamment la fin de l'intervention, sur le travail que les journalistes font. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais ce que j'ai compris, c'est que non, en fait, nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir parler avec vous, je crois. Non, mais je sais pas comment le dire autrement, c'est vrai, mais je pense que vous n'avez pas forcément toujours les autorisations, que vous ayez un devoir de réserve, ça me semble tout à fait normal. Et je pense que nous, les journalistes professionnels, on est habitués à ça et on le respecte, et même, voire et j'ajouterais, on le comprend, mais c'est qu'en fait, on n'a même pas cette liberté. Je ne sais pas ce que tu en penses, je te laisserai parler, mais on n'a même pas cette liberté, en fait, on n'a même pas cette autorisation de pouvoir parler avec des personnes telles que vous au sein de l'administration, et qui, je pense, auraient envie, en fait, de communiquer avec nous. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, ça le prouve. Et c'est ça que moi je déplore, c'est qu'on n'a plus ou pas cette liberté, de moins en moins, je crois, encore plus en ce moment, dans une période où c'est des sujets qui sont vraiment... on a l'impression que c'est des sujets qui sont considérés, en tout cas par les politiques actuelles, comme inflammables, et qui sont extrêmement manipulés, et qui sont utilisés pour aller dans le sens d'une... c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, d'une opinion publique qu'on prédéfinit, en fait. On ne l'écoute pas, on la prédéfinit. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous disiez, mais en tout cas, nous, on n'a aucune envie de se couper de sources telles que vous pour travailler sur ces sujets-là. Clara, et après je propose, de toute façon vous poursuivrez la discussion après, mais... Globalement, je suis assez d'accord, nous on ne demande que ça, que d'échanger. Je sais que ça peut être compliqué, comme je disais, quand je contacte les directeurs et directrices pénitentiaires, ils disent mais moi j'aimerais bien vous répondre, mais il faut juste que je demande l'aval mon directeur au ministère, mais en fait qu'il leur répond pas, et des fois je les relance et ils me disent j'ai toujours pas reçu, d'accord, je suis vraiment obligée d'attendre, je peux pas. Et c'est un peu un stress de se dire suivant ce que je vais dire, est-ce que je vais me faire taper dessus, et en fait la plupart du temps il n'y a pas de problème, quoi, mais c'est un peu aussi de la pression et un peu de l'autocensure. Et c'est vrai qu'en allant sur place, souvent pendant les visites de prison, c'est là où nous on a les discussions les plus intéressantes, et ça permet aussi, je pense, de casser un peu les clichés que nous on peut avoir sur les directeurs de la prison, et inversement qu'ils peuvent avoir sur les médias ou les journalistes, sur notre manière de travailler. Et je trouve que c'est important d'avoir des endroits comme ça et des lieux pour pouvoir échanger et discuter, en fait, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes des deux côtés, et nous on demande juste à discuter, quoi. Voilà, encore une fois, vous pourrez poursuivre les échanges, évidemment, mais on va les faire tourner le micro avec, j'ai l'impression de faire un truc à la télé, un peu cheesy, là. Oui, bonjour. Alors, allez-y, présentez-vous. Marie-Pierre Valk, je suis responsable de l'enseignement à la maison d'arrêt de Chambéry. Et voilà, une petite prison surpeuplée, parce qu'on n'est pas à 170, on frôle les 250 depuis plusieurs mois, donc... Mais c'est une maison d'arrêt dans laquelle, étonnamment, il y a une ambiance agréable. Et quand je parle aux personnes détenues, ça va, vous êtes à 3 dans votre cellule, comment vous supportez? En fait, ça va. Parce qu'il y a une grande attention du personnel, et je voudrais le dire aussi,
ils ont vraiment la peur que ça dégénère. C'est évidemment, en ce moment, c'est très compliqué. Il y a vraiment une grande attention au climat, etc. Dès qu'il y a une tension, c'est tout de suite désamorcé. Enfin, voilà. Je voulais quand même dire ça parce qu'on est dans un discours très négatif. Et moi, comme depuis des années, je travaille en prison, j'ai aussi la perception du travail des agents d'administration pénitentiaire. Je voulais dire aussi que dans la salle de classe, il y a quelque chose que me disent très souvent les détenus, mes élèves, c'est on en a marre qu'on parle mal de la prison, ils ne se rendent pas compte de tout, enfin on n'a jamais une bonne image de nous, de tout ce qu'on est capable de faire pendant notre détention, des projets, enfin voilà, tout ce qui est justement en lien avec la culture par exemple, les réussites, des parcours de détenus qui sont parfois, on a vu ce matin un petit peu un exemple ce midi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'ils me disent régulièrement. Et je voulais faire part d'une expérience qui a été faite, enfin pas d'une expérience, mais de ce qu'on a vécu cette année avec la presse, puisqu'on a mené un grand projet d'écriture avec Khaled Miloudi que j'ai connu par Concertina. Et donc c'est un projet qui a duré 7 mois et qui a pu être suivi pour un reportage radio d'une radio suisse, la RTS, qui est en cours de montage actuellement. Mais voilà, donc c'était vraiment un projet, donc il a fallu faire les autorisations, il a fallu faire les demandes, il a fallu argumenter, il a fallu faire part de tout ce qu'on allait diffuser. Lui-même va devoir envoyer son travail fini pour validation. Et on s'est adapté aux contraintes. Effectivement, il y a des trucs qu'on n'a pas pu faire, mais voilà. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Je pense que c'est plus facile quand c'est avec des acteurs de terrain permanents, comme l'Éducation nationale, par exemple. Voilà, je ne sais pas qui veut répondre, on va faire tourner le micro. S'il y a aussi des personnes qui parlent d'autres endroits, qui veulent parler, des anciens détenus ou des gens qui veulent parler de la réalité en prison aussi d'une autre façon, n'hésitez pas, bien sûr. Qui veut répondre sur l'interpellation ou la question, Bernard ? Juste un petit mot sur le processus qui fabrique ces espèces d'horreurs médiatiques. Donc, ça m'a été décrit par des personnes proches et observatrices. Sur ces fameux massages du visage dans le sud-ouest de la France, c'était des ateliers, il y a des ateliers de coiffure pour les femmes, il y a aussi des coiffeurs dans les établissements pour les hommes, il y a des personnes qui font du yoga, il y a toutes sortes de disciplines qui tentent de trouver leur place. Il suffit d'un surveillant mal intentionné qui fasse une photo, qui traduise à sa façon ce qui est en train de se passer, qu'il le communique à la presse. Il y a un appareil médiatique aujourd'hui très puissant d'extrême droite, parce qu'appelons-le comme ça, autour des médias de Bolloré et d'autres. Et ça fait comme une galaxie qui prend de l'importance aujourd'hui et qui va communiquer là-dessus. Et ça va avec une machine très conditionnée pour amplifier avec toutes ces occurrences qu'on connaît. Et du coup, ça prend une ampleur complètement dingue jusqu'à ce que ça se dégonfle, mais le mal a été fait. Et au lieu que les personnels, les politiques défendent leur institution et les travaux qui y sont faits, ils l'abandonnent aux imbéciles. C'est une trahison totale. Et donc c'est extrêmement grave. Et c'est en ce sens-là que les rencontres ont de l'intérêt. C'est quand des personnes de l'administration pénitentiaire acceptent de se rendre auprès de nous. C'est pas pour entendre des compliments habituellement. Donc ils le savent, mais ils viennent pour autant. Mais qu'on discute. Oui, bonjour. Moi, je suis Antoine Lazarus. On se connaît pour beaucoup d'entre nous ici. Donc, sur le fond, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur la question de la communication. Au fond, à quoi ça sert ? De quoi s'agit-il ? Quelles sont les stratégies sous-jacentes ? Pour ce qui me concerne, moi, j'étais médecin des prisons à Fleury-Mérogis dans les années 70, quasiment au début des années 70, pardon pour mon âge, et tout était verrouillé à un point que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Un suicide qui apparaissait quelque part dans la presse, c'était des enquêtes internes pour savoir par où c'était sorti, où on pouvait suspecter éventuellement le médecin, mais l'aumônier, les pompiers, les gendarmes mobiles qui étaient intervenus, que sais-je. Et pour se parler, il fallait se cacher. L'administration n'avait qu'une peur, c'est que les gens se parlent entre eux et qu'ils parlent évidemment à l'extérieur. Avec cette idée d'obligation de réserve, comme une espèce de tabou, et qui en plus administrativement, ça se discute, et quand il y a des violences caractérisées, que la hiérarchie est avertie plusieurs fois, et s'il ne se passe rien, du point de vue légal,
on reprend au titre de la défense des personnes en danger sa liberté de parole. Bref, tout ça pour dire que ce qui était l'ours, enfin ce qu'il y avait sur notre petite publication, c'était contre un silence arbitraire et pathogène, la force, la stratégie, la militance, c'est d'informer. Ce qui supposait que implicitement, si on informait, ça allait faire progresser. Ça supposait qu'implicitement, si on informait, ça allait fabriquer une indignation qui allait transformer le dispositif. Donc une période complètement verrouillée. Si je vois ce qui se passe aujourd'hui, dans la plupart des établissements en France, ce que vous racontez ne va pas tout à fait dans le même sens pour des cas particuliers, si je peux dire, auprès du député, mais aujourd'hui, les directeurs, et je le connais dans d'autres pays du monde, disent « Venez voir, informez, c'est tellement difficile que nous avons besoin de vous, de tous les gens de l'opinion publique, pour avoir des moyens, pour que ça s'améliore. » Et en sachant que chaque fois qu'on a fait des réformes et des améliorations, que demande l'administration? Ça a amélioré, ne serait-ce que la qualité d'insertion. Oui, mais pendant des années, ce qui a été le moteur, c'était après les années 1975 et la période des révoltes, le fait qu'il y avait une espèce de dynamique venant d'une société plus politisée qu'aujourd'hui, de détenus organisés jusqu'à un certain point, et qu'il y avait là une espèce de moteur de transformation, ne serait-ce que pour la paix sociale. Et puis, on a appris très vite que pour faire des améliorations que souhaitait l'administration, il fallait se cacher. Il fallait se cacher parce que l'opinion ne supportait pas les améliorations. Donc les gens comme nous qui demandons que les choses s'améliorent, ne serait-ce que pour la nourriture, la toilette, la médecine, enfin que sais-je, beaucoup de choses, les progrès sont incroyables sur plusieurs dizaines d'années, de fait, en France. Dès lors qu'on les montre trop au public, le public dit on ne supporte pas, ils vivent un train de vie supérieur aux gens les plus pauvres de la société, et voilà, chose classique. Et nous-mêmes, quand on commence à faire des campagnes aujourd'hui, c'est sur le recul de droits qui ont été acquis, mais dont l'opinion ne veut pas avoir conscience, et nous nous bagarrons pour maintenir des acquis sur lesquels globalement l'opinion n'est pas d'accord. Voilà. Donc, juste une chose, parce que tout de même il faut que je vous dise ça, on a depuis les années 70, une fois par mois, une réunion qui s'appelle le groupe multiprofessionnel des prisons. C'est l'endroit où les professionnels viennent. Pendant des années, c'était anonyme, aujourd'hui c'est beaucoup moins. Si vous voulez, c'est une fois par mois. Les dernières réunions, c'était le juge d'application des peines, c'était question justice des mineurs. Les surveillants ont beaucoup de mal à venir parce qu'au point de vue de la répression, c'est beaucoup plus fort. Syndicat de directeurs, enfin un des syndicats est un des éléments du groupe. Donc pendant des années, c'est l'endroit où les journalistes venaient. Aujourd'hui, on a des informations partout. Voilà, donc je vous signale ça. Mais l'information, et si on vous demandait quelles sont vos intuitions, c'est qu'il faut améliorer les choses. C'est l'implicite, nous ne le disons jamais. Et c'est ça qui est contre-productif d'une certaine manière. Vous êtes les droits de l'homisme, que sais-je, et donc nous ne nous rendons pas compte que s'il n'y a pas une stratégie délibérée, de contournement, à dire les choses frontales, on renforce les résistances plutôt même que les gens ne nous suivent. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Violette, Clara? Rapidement, on va faire tourner, après on a une ou deux questions encore. Non, mais rapidement, oui, je viendrai à la prochaine réunion. Alors, dans ce cas, je réponds favorablement à cette invitation. Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à répondre. C'était ça m'intéresse aussi. Vous avez dit des choses que moi, je ne savais pas. Par ailleurs, oui, il y a des informations qui sont... peut-être qu'on a un peu oublié de parler des syndicats quand même. C'est vrai qu'on a les informations qu'on a... Donc là, à ranger pas dans le rang des obstacles, mais plus des facilitateurs, c'est les syndicats pénitentiaires, qui nous permettent d'avoir les informations. C'est même quasiment les seules sources, en fait, qui nous permettent de rentrer, en tout cas symboliquement, dans ce lieu clos. On a peut-être oublié d'en parler, effectivement. On a été très négatif, mais sur l'évolution, il y a quand même... j'ai l'impression qu'on parle plus de la prison, et ça s'ouvre petit à petit.
C'est vrai que là, actuellement, il y a un peu un blocage qui s'opère et on recule un peu. Mais en fait, si on arrive, je pense, avec nos médias à faire des enquêtes, c'est grâce aux personnes qui travaillent en prison, c'est grâce aux personnes qui sont incarcérées, aux personnes qui sont passées par la prison, à des gens aussi qui nous donnent des infos, même un petit truc qui peuvent être le point d'accroche d'une enquête, même sans donner leur nom. Et ça, c'est à saluer, parce qu'en fait, sans eux, on n'en parlerait pas. Oui, alors voilà, mais moi j'avais juste une petite remarque par rapport à quand même l'échange qu'on avait, c'est-à-dire que on peut, je vous donne la parole tout de suite, mais on peut dire, il y en a plusieurs interventions pour nous dire qu'il y a une volonté d'écoute et qu'il y a des choses qui s'améliorent par rapport à avant. Cette discussion, on l'a alors que la France est quand même condamnée très régulièrement pour traitement inhumain. On ne parle pas de choses qui ne se passent pas bien. On parle de traitement inhumain. Donc là, il me semble que justement, ces échanges, ils sont assez intéressants sur de la situation de quoi on parle, en fait, quand même, là. Parce que on peut se dire que oui, peut-être des choses vont mieux, il n'en reste pas moins que les choses qui vont mieux s'inscrivent toujours dans un cadre qui est condamné par les instances internationales comme étant des choses, parfois, et de façon assez structurelle, inhumaines. Oui, puis l'impression qu'on s'indigne plus. Chaque mois, il y a le chiffre du nombre de détenus qui augmente. Chaque mois, il y a un article. Chaque mois, on s'en fout. Genre, on bat des records tous les mois, et on s'est habitué. Même nous, quand je visite des prisons, moi, je suis toujours choquée, et parfois je vois des choses horribles. Je me dis comparé à l'autre prison, ça va, ils sont plutôt bien. En fait, on est tellement habitué à des conditions de détention indignes qu'on en vient à ne plus les voir indignes, puisque tout est indigne et on n'a plus d'outils de comparaison. Il faut se rappeler que moi, il y a des gens qui me racontent que tous les soirs, ils bourrent du papier toilette dans les oreilles et dans les narines pour pas que les cafards rentrent dans le nez, dans les oreilles la nuit. Il y en a qui se font mordre par les rats. Qui se font piquer par des puces de lit. C'est un enfer, quoi. Et un peu l'impression qu'on a beau en parler, on a beau raconter à quel point c'est indigne, on s'est habitué, parce qu'en fait, ça fait longtemps, et peut-être que les gens sont lassés. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi de se dire ouais, on explose les records, les prisons vont craquer. Moi, franchement, honnêtement, je ne sais pas comment il n'y a pas plus de drames en détention que ça, parce qu'on raconte les co-détenus, des personnes qui meurent, des personnes qui se suicident, mais franchement, je ne sais pas comment les gens ne s'entretuent pas plus dans les conditions où ils sont détenus. Je ne sais pas comment c'est possible. Et à chaque fois, on se dit il faut attendre le drame pour que ça réagisse, il faut attendre qu'il y ait le drame, et en fait, les drames s'enchaînent et ça ne bouge pas, quoi. On a beau en parler et ça avance pas. Donc c'est aussi un peu... Voilà, okay. On espère que ça va avancer, mais merci pas Clara. Facile. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vais vous demander du coup, il y a déjà 2 demandes d'intervention, dans des interventions courtes, si vous voulez, remarques et questions. Oui, c'était juste pour vous dire au niveau de l'opinion publique, quand on joue à la pétanque sur la place du village, tu sais maintenant, ils ont la salle de sport, ils sont bien musclés, ils ont la télé gratis, ils l'ont mérité tout ça. Pouf, on s'en fout. Alors vous avez en fait passé des messages. Alors moi je leur dis une chose, je pense que je ne me trompe pas sur le chiffre. Tu sais combien il faut de mètres carrés pour ouvrir un chenil pour un chien ? Ben non, 10 mètres carrés. Tu sais une prison combien ça fait ? Et tu sais combien ils sont dedans ? Ben non, ça fait 9 mètres carrés, ils sont 5 ou 6. On parle d'autre chose à ce moment-là. Que votre message passe, mais c'est très difficile à faire passer compte tenu de BFM et tous ces beaux médias qui nous entourent. En tout cas, vous nous donnez des bons arguments pour les discussions avec la famille ou au café du commerce. Bon, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, il me semble que ça coule assez sous le sens. Alors, il y avait là-bas, du coup, je pose la question ici, puis je viens avec vous, c'est sûr, avant qu'on termine. Bonjour, je m'appelle Eric. Et après avoir passé 20 ans en prison, ça fait 20 ans que je suis sorti maintenant. J'aimerais vous répondre, bien que vous n'ayez pas posé de question tout à l'heure. En fait, le problème de l'administration pénitentiaire, c'est que rien ne change. Moi, ça fait 40 ans que je la connais, l'administration pénitentiaire. Et en 40 ans, rien n'a changé. Le problème, c'est que vous faites de la prévention situationnelle.
L'administration pénitentiaire est un outil de prévention situationnelle. Vous vous attaquez aux conséquences des problématiques sans jamais essayer de remonter aux causes. Vous n'en avez pas la possibilité et vous ne le voulez pas. Et vous ne le voulez pas, pourquoi ? Parce que la cause, c'est votre fonctionnement. Et la dégradation des prisons en France actuellement ne cessera pas. Moi, j'ai cessé d'y croire, j'ai fini d'y croire. C'est terminé. L'administration pénitentiaire a attendu 2009 pour avoir une loi. Sur cette loi, 19 décrets n'ont pas été votés. La totalité des décrets qui n'ont pas été votés sont des décrets qui parlent des droits fondamentaux des personnes incarcérées. Moi, je vais vous dire mon sentiment propre, sans vouloir vous agresser plus que ça. L'administration pénitentiaire n'en a rien à foutre des personnes incarcérées. Elle est là pour garder des personnes qui lui sont confiées par le système judiciaire, et c'est un outil de prévention situationnelle incapable de remonter sur les causes des problématiques qu'elle a provoquées. Après, je vous souhaite quand même bonne chance dans la suite de votre carrière, et j'espère que la totalité des détenus qui sont actuellement en prison s'en sortiront le mieux possible, au milieu des cafards, voilà, et à payer des caillebotis à 400 € et des lavabos prêchés à 400 € dans les prisons privées actuellement. Merci, monsieur. Il y avait une autre question là-bas. Est-ce qu'il reste d'autres personnes qui veulent s'exprimer ? Parce qu'on a 5 minutes. Donc vous allez être rapide. Ouais, 1, 2, 3. On essaye de les poser, mais du coup, rapide. OK ? Et peut-être on fait toutes les 3 questions à la fois et on termine avec comme ça notre panel. Dites-moi. Bonjour, je fais partie d'un collectif de visiteurs dans les centres de rétention. Et vous avez évoqué vos visites dans les prisons. Dans les centres de rétention, les visites sont de plus en plus difficiles. Parce que, notamment à 7, il y avait 2 parloirs et il n'y en a plus qu'1. Mais on a rencontré des journalistes qui ont la même difficulté que vous. Il y a même eu une visite de député, visite surprise accompagnée d'un journaliste. Non seulement le journaliste n'a pas pu s'adresser aux retenus, mais le député non plus. Ils ont accepté la visite à condition qu'il ne s'adresse pas aux retenus. Donc voilà. Et on a essayé de voir avec des journalistes locaux s'il n'y avait pas moyen qu'ils fassent des visites, comme vous le faites, et soutiennent et témoignent à l'extérieur de leur visite. Et ils m'ont dit donc, déontologiquement, c'est pas possible. Si je fais une visite à titre perso, je ne peux pas l'utiliser comme pour le journal. Est-ce que c'est... Oui. Ouais, ça pour le coup, je peux peut-être répondre directement. Moi, je l'ai fait ça au CRA de Vincennes, pour le coup, il y a quelques années, et je me suis fait passer pour une stagiaire, je crois. Je devais... avec une association. Et du coup, j'avais pu rentrer, parler aux retenus et faire un article après. Donc, juste pour dire que c'est possible. Alors après, peut-être que c'était parce que ma rédaction m'avait soutenue là-dedans, et peut-être que ça aurait pu, derrière, déclencher une enquête, des représailles, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. Et ça m'avait permis d'y rentrer, ça m'avait permis de raconter les conditions de rétention. Je fais partie aussi du même collectif, on est plusieurs personnes, du collectif des visites citoyennes du CRA de 7. Et pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait qu'après le Covid, les prisons se sont un petit peu désengorgées et que peut-être que l'État avait fait son travail, mais en fait non, notamment par rapport aux personnes étrangères, elles ont été basculées de la prison vers les CRA. Et on a vu les CRA, nous le CRA de 7, voilà, où nous sommes, et où nous faisons des visites depuis une quinzaine d'années déjà. Les personnes oscillaient entre un CRA uniquement pour hommes, une capacité de 28 hommes, et il n'était pas plein les 10 dernières années, et les 5 dernières années, c'est tout le temps plein, à flux tendu, dans des conditions pas possibles. Et les personnes qui sont passées donc par la case prison avant nous disent toujours, mais c'est mieux la prison que le centre de rétention. Et on a vu, nous, dans le centre de rétention de 7, comme celui de Lyon, comme celui de Ménil-Amelot, etc., on sait ce que ça veut dire. Donc quand on parle de l'univers carcéral, on a vraiment envie de ne pas oublier les CRA, parce que les conditions de rétention sont terribles. On les dénonce régulièrement. On a fait intervenir aussi Dominique Sémono et ses équipes pour contrôler un petit peu tout ce qui se passe. Elle avait fait en février 2023
donc un rapport. Suite à ça, on est allé vérifier les recommandations qu'elle avait émises. Quasiment sur 22 recommandations, il n'y en a pas 18 qui ont été suivies, quoi. Donc on a redénoncé dernièrement, on a eu une réponse de sa part, mais il nous faut attendre maintenant 2026 parce que c'est tous les 3 ans qu'il y a une visite de sa part et de ses équipes. Voilà. Donc dans l'univers carcéral, on voudrait vraiment parler très fort des CRA qui sont souvent oubliés et beaucoup de personnes sont privées de liberté et la rétention, comme vous le savez, s'allonge de plus en plus. Voilà. Ouais. Vous voulez répondre, Bernard ? Un dernier mot, ok. On prend les questions, parce que là, on a des constats et des témoignages fort intéressants. On va finir avec 2 questions, là. Moi, j'avais une question un peu journalistique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des téléphones en prison. Est-ce qu'il serait imaginable, est-ce que ça a déjà été fait, est-ce que vous avez déjà pensé au fait d'interviewer et de récolter aussi des images de l'intérieur comme ça ? Et deuxième petite question, vous avez parlé pour Street Press, vous avez dit un peu le cri du cœur, mais je comprends même pas que ça pète pas plus et qu'il n'y ait pas plus de violence. Et je trouve que la question est hyper intéressante. Est-ce que vous avez un élément de réponse là-dessus ? Qu'est-ce qui fait que ça ne pète pas plus, justement ? On peut répondre rapidement à ça. Ouais. Oui, en fait, j'ai oublié d'en parler, mais pendant le Covid, j'avais fait Lettres de prisonniers, enfin une espèce de série sur le site internet du Nouvel Obs où je m'étais servi uniquement de témoignages à travers des détenus qui avaient des téléphones portables et qui avaient envoyé des vidéos de ce qu'ils vivaient et des photos, et on les avait illustrées comme ça. Donc effectivement, c'est un des moyens de rentrer pour nous en détention. Même si c'est toujours un peu délicat parce qu'évidemment le téléphone est interdit en détention. Donc nous, à partir du moment où on est en contact avec eux, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement risquer ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas demandé au service juridique du journal. Comme ça, je l'ai fait. Non, parce que je pense que... non, parce que si dès qu'on demande quelque chose au service juridique, forcément, on peut pas le faire. Non, je rigole, mais bon, oui. En vrai, je rigole pas, c'est comme ça que j'avais fait. Donc, voilà. Et oui, nous, à Street Press, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que si on veut vérifier, on peut demander une visite officielle, mais ça prend du temps. Il y a les députés, mais il faut trouver un député dispo pour, si on a eu une alerte, pour pouvoir organiser une visite. Enfin, c'est galère de se caler. Il y a beaucoup d'enquêtes, moi, qui sont parties de détenus qui me contactent pour m'alerter, qui m'envoient des photos, des vidéos et qui permettent aussi de vérifier ce qui se passe parce qu'en fait, quand on n'est pas sur place et qu'on a un témoignage de détenu, ça suffit pas. Et souvent, d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais les médias qui reprennent juste un communiqué de surveillant, enfin, on a parlé un peu du pouvoir des syndicats de surveillants qui font un communiqué et racontent mais n'importe quoi. Il y aurait eu 3 blessés graves, et qui font interdire des activités. Et quand on vérifie, vraiment, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Alors bien sûr, quand des surveillants disent ça, on fait le contradictoire avec les détenus, avec les personnes qui travaillent, avec la direction, mais c'est jamais fait c'est jamais fait pour les journalistes prennent directement des fois le communiqué et font un article, et du coup, heureusement que les détenus ont ces téléphones, sinon on ne saurait pas ce qui se passe. Nous, on travaille beaucoup comme ça, c'est vrai que ça crée quand même... moi, je le fais souvent, mais c'est plutôt... Ce qui pose question, c'est que les détenus prennent un risque en fait à nous téléphoner ou à nous envoyer des vidéos parce que s'ils sont prêts avec leur téléphone, c'est la misère. Et en plus, si on sait qu'ils parlent à un journaliste, mais c'est vrai qu'on ne peut pas appeler sur les cabines parce que c'est payant pour eux. Et en plus, c'est écouté. Moi, j'ai déjà envoyé des courriers parce que c'était le dernier recours pour retrouver quelqu'un en disant pas trop. 2 semaines après, la communication de l'administration pénitentiaire m'a appelé en disant... j'ai reçu votre courrier, ça fait combien de temps que vous êtes sur ce sujet, vous n'avez pas à contacter les détenus, si vous avez des informations, ça doit passer par moi, uniquement par moi. Donc en fait, heureusement qu'il y a les téléphones, quoi. Et les avocats et les familles, moi, la plupart des enquêtes sont venues de détenus qui sont courageux et qui prennent le risque de nous alerter, heureusement, et parfois... Ils passent le téléphone à l'autre, il faut attendre telle heure. Souvent, c'est les appels à 23h parce que les surveillants, la nuit, ils font moins de rondes. Et ouais, ça arrive souvent et c'est bien utile pour dénoncer. Allez-y, madame. Allez, vraiment question rapide là parce qu'il reste monsieur aussi et puis on va boucler. C'est pas une question. C'est un questionnement, mais je ne sais pas si vous avez la réponse. Comme vous disiez tout à l'heure, la France est régulièrement condamnée par l'Europe, etc. Et on cite en modèle, par exemple, vous l'avez dit, l'Allemagne, je crois, les Pays-Bas, la Finlande, je ne sais plus. Pourquoi nous, on n'est pas capable de faire mieux ? Bernard, on a peut-être quelques problèmes avec l'état de droit, non, en France ?
Il n'est ni intangible ni sacré, je rappelle, dit Bruno Retailleau. C'est vraiment la question. Moi, je voulais dire à propos d'Éric, le témoignage d'Éric tout à l'heure, qui a fait une longue peine, qu'on a vu, qui nous a raconté ses évasions en public et majestueuses. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui parce que quand il attaque l'administration pénitentiaire, il est où, Éric ? Il est là-bas. Voilà. Éric, on parle de vous. Je sais pas, je le vois plus. Il se désaltère. Non, mais peu importe, on continuera. Attaquer l'administration, enfin responsabiliser l'administration des méfaits, pour moi, je pense qu'il faut responsabiliser les politiques. C'est eux qui sont à la manœuvre. Et il y a des agents pénitentiaires. Alors, je donne juste un exemple, c'est la police. La police est raciste, la police est violente. On l'a vu avec les gilets jaunes, on a vu la violence inouïe qui s'est développée. Elle était libre, enfin, elle avait même l'ordre de taper. Quand les paysans ont manifesté beaucoup plus récemment avec des violences parfois extrêmement importantes, il y avait l'ordre de ne pas taper sur les agriculteurs, ce qui s'est fait, on ne leur a pas tapé dessus. Et tout d'un coup, et pourtant c'est la même police. Donc c'est la police qui est soumise à la responsabilité des politiques. Et responsabilisons les politiques. Merci, monsieur. Encore moi j'ai le sentiment qu'on peut se poser la question, bien pour la fin, une question large. Du traitement qu'on peut comparer à celui qui est fait avec le nucléaire en France, c'est-à-dire qu'on invisibilise les déchets en les mettant sous terre, on invisibilise les personnes qui commettent des délits ou des crimes, et on ne permet pas l'accès et un droit à la formation facile, égal pour tous. Et voilà, c'est une question qui peut rester en suspens, mais... L'enfouissement d'un problème, voilà. Allez, peut-être on a encore un espace pour une toute dernière question, puisque cette question était plus une remarque. Je suis Dominique Simoneau, je suis la contrôleur générale, voilà, des lieux de privation de liberté, etc. Et justement, on a réuni au contrôle général une trentaine d'organisations, syndicats pénitentiaires, d'avocats, de magistrats, de médecins de la prison, d'associations des prisons. Et finalement, au bout de 2 ans à se rouler par terre pour être à faire toutes les manœuvres possibles, imaginables, on est entendu le 2 juillet par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la surpopulation carcérale, sur la régulation carcérale. Et je peux dire qu'on a 5-6 porte-paroles qui viennent de trucs très différents, parce que quand j'ai vu, par exemple, FO pénitentiaire discuter sympathiquement avec l'OIP, je me suis dit, quand même, là, on a gagné un truc, et on y va ensemble le 2 juillet. C'est à 11h, c'est retransmis en direct. Et moi, j'ai beau faire taire mes espoirs souvent, parce que sinon, si on a trop d'espoir, comme dirait Billy Wilder, on finit à Auschwitz. Et si on est pessimiste, on finit à Hollywood. Mais quand même, j'ai l'espoir qu'on va faire taire et faire prendre conscience aux députés, aux parlementaires, qui doivent tenir d'autres discours que les discours irresponsables qui tiennent sur la prison, qui font que entasser des mesures de plus en plus, je dirais pas quoi, mais je le pense très fort, et que peut-être on va aller vers autre chose, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère beaucoup. Merci beaucoup, ces mots vont conclure cette table ronde. Vous pouvez encore échanger, tout le monde est là pour échanger dans les prochaines minutes et heures. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous.